On est en ligne sur YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur notre page Superbac. Alors aujourd'hui au programme de l'histoire-géographie, donc c'est un live qui est pour les STMG. Alors pas seulement, même si vous êtes dans d'autres filières, vous pouvez assister à ce live et y participer puisque c'est un quiz. Donc on va vous poser 20 questions. On va en avoir donc 10 sur 3 thèmes d'histoire et 10 sur 3 thèmes de géographie. Donc on va essayer de revoir l'intégralité du programme de STMG. Merci Vanessa. Pas de souci. On va vous afficher la liste des réseaux sociaux à gauche, à droite. Je sais jamais. Ce sera de ce côté-là. Ouais, on est inversé. Donc voilà, on vous laissera nous suivre. Nous aurons en ce moment sur Facebook et sur Twitter, on vous met surtout toute la liste de nos lives ainsi que des vidéos fun et aussi tous les sujets et corrigés du bal de Washington, du bal de Pondichéry, du bal du Liban. On essaye, enfin le Liban n'est pas encore sorti, mais quand il sera sorti, on essaiera de vous le mettre au plus vite. On va pouvoir commencer. Je vais retrouver Vanessa pour donc, ce live d'histoire géo pour les STMG. Bonjour Vanessa. Bonjour, bonjour. Bon alors pour bien clarifier tout ça, on va travailler en effet pour les STMG. Yes. Après on a des thématiques qui sont en commun entre les STMG et les autres séries et notamment les séries générales. Donc si vous êtes en série générale, n'hésitez pas à venir, à inviter vos copains et à vous challenger entre vous parce que malgré tout, on aura des chapitres en commun. Et puis surtout, ça vous permet, comme nos amis de la Modée vous ont dit, de retravailler sa culture G. Exactement. Juste un petit rappel, pour le bac STMG, bien en particulier, on est sur un format vraiment différent des autres bacs qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on est sur 2 parties vraiment différentes. La première partie, c'est plutôt une partie de connaissances, de questions. Donc on a 3 questions en histoire, 3 questions en géographie. Oui. Et ensuite, on est sur une étude de doc. Donc on vous en propose 4 différentes. Souvent, ce sont en fait sur 2 grandes thématiques parce que on laisse au professeur le choix d'étudier 1 ou 2 chapitres. Par exemple, si on travaille une ville mondiale, on va soit étudier Shanghai, soit étudier Londres. Ouais. Du coup, le jour du baccalauréat, on vous propose les 2. Et on fait pareil pour une autre thématique. Allez, parfait. Donc voilà. Bon, on va commencer le quiz dans tous les cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond, Oui, on on est là regarde. pour ça. Alors, on va pouvoir commencer avec la première question. Donc on est sur le thème 1 d'histoire qui porte sur les relations internationales. Et la question c'est où se déroule la première crise de la guerre froide qui divise l'URSS et les États-Unis. Est-ce que c'est A à Berlin, B à Cuba, C en Corée ou D au Vietnam? Et ceux qui sont habitués, je ne sais pas si vous voyez notre nouvelle organisation des questions, des réponses, franchement je trouve ça hyper top. Oui, on a essayé de faire en sorte que ce soit plus visible. Et puis comme ça on te voit. Oui, il paraît. Oui. Donc il faut que je sois nickel maintenant du début à la fin. Je peux plus faire mes grimaces comme je faisais avant. Alors n'hésitez pas à répondre donc, Oui. avec les différentes propositions A, B, C ou D. Et puis si vous avez des petites choses, des petites questions qui vous trottent par la tête, allez-y. Et Sarah, non, c'est pas normal qu'il y ait toujours rien. Oui, alors il suffit peut-être de réactualiser la page, mais c'est vrai que si tu notes ça, tu dois sûrement pas nous voir ni nous entendre. Ouais, voilà, exactement. Alors, les premières réponses tombent et c'est à l'unanimité Berlin. Oui, c'est ça.
Donc, on est sur un phénomène de longue haleine. Hein. Quand on parle de la guerre froide, on parle de 1947 à 1991. La première crise, elle se situe à Berlin de 48 à 49. Je vous avais fait d'autres propositions qui sont elles aussi en fait des crises de la guerre froide, mais à d'autres moments. Donc vous avez bien sûr la crise des missiles de Cuba en 62, vous avez la guerre de Corée en 50-53 et puis la guerre du Vietnam. Parfait. Voilà. Eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième question. Quand le mur de Berlin s'effondre-t-il? Alors là, on ne vous a pas donné de, Non. de proposition. On vous demande juste l'année, mais s'il y en a qui veulent se challenger et nous donner le jour et le mois, on est preneur. Alors, Margot nous douille, coucou, bienvenue sur ce live, Margot. Bienvenue Alors, à tous, ouais. Et Marie- puis n'hésitez pas à jouer, ouais. Marie nous dit ah, mais Marie doit être en décalage avec la question d'avant. Ouais. Donc n'hésitez pas, on a un petit décalage entre nous, donc on attend vos bonnes réponses, et puis, enfin vos réponses d'ailleurs, et puis vos questions. Donc n'hésitez pas, et puis si vous êtes dans d'autres sections, des sections technologiques, j'essaierai de répondre à vos questions, parce que je suis plus calée sur les sections générales, et l'organisation des sections générales, et la STMG, STMG, mais sur les autres, n'hésitez pas. Alors, bonjour à Hulot sur Facebook. Alors, je vais retourner sur YouTube. Alors, ça y est, on a des propositions. Ah oui, Alors, on en au a niveau bien des aussi. dates, c'est plutôt variable. Ah, c'est dommage, Sarah, c'était le bon jour et le bon mois, mais c'est pas la bonne année. Oui, mais elle s'est rectifiée après. Ah, Ok, donc ça, il y en a quand même beaucoup qui ont répondu la bonne année, Ouais. à savoir... 1989. En effet, le mur de Berlin chute, c'est, on va dire, un phénomène populaire, et ça amène progressivement à la fin de la guerre froide. Et puis la construction est en effet en 1961, exactement. Ouais, donc il est resté bâti un bon moment, quand même, quasiment... 27, Ouais. 28, Quasiment ouais, 28 30 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a déclenché la crise de Berlin? Alors, il y a deux crises à Berlin. On a d'abord donc la première crise de 48-49. Cette crise, elle vient du fait que Staline met en place un blocus autour de Berlin-Ouest qui est associé aux États-Unis et aux pays alliés des États-Unis. Donc un blocus, ça empêche... Aux ennemis du communisme. Exactement. Ça empêche les ravitaillements de venir à Berlin-Ouest. Donc, ils n'ont pas de nourriture, de charbon, etc. Donc, la solution pour les Alliés, c'est de faire un pont aérien. Donc, en fait, d'utiliser les avions. Deuxième crise de Berlin, eh bien, c'est la construction du mur de Berlin en 1961, pendant laquelle, en fait, qui est causée par le départ de nombreuses populations d'Allemagne de l'Est qui veulent rejoindre l'Ouest pour avoir de meilleures conditions de vie. Voilà. Alors, on a The Dark Wolf qui nous dit « Je suis en 5e et j'apprends vos trucs ». Eh bien, c'est parfait. Tu vas prendre de l'avance et tu vas pouvoir tout déchirer quand tu passeras le bac. C'est parfait. Alors est-ce qu'on peut juste avoir la question, s'il vous plaît? On nous a affiché la réponse. Donc, la question, c'était comment surnomme-t-on les pays qui ont une croissance économique rapide et qui ont intégré depuis peu la mondialisation? Est-ce que c'était les pays en développement, les PMA, la triade ou les pays émergents? Et bon, alors on a eu quelques questions, quelques réponses, pardon. En effet, on va dire la réponse parce qu'on l'a vu, ce sont les pays émergents. Donc les pays émergents, ce sont ceux qui ont une croissance rapide et depuis peu de temps. Alors on a donc l'Inde, la Chine et le Brésil qui sont les grands pays que l'on donne comme exemple et Alison MTP nous dit on les appelle les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ouais, les BRICS, en fait, c'est le regroupement économique. On va dire que c'est une petite réunion de ces pays-là qui, en effet, réunit 5 pays. Bravo à toi, en tout cas. Alex Toto nous dit je vous ai ajouté sur Snapchat. Oui, si vous voulez nous ajouter sur Snapchat,
L'adresse est digischool, le petit tiret du bas, FR, et on vous ajoutera dès la fin de ce live, quand on aura récupéré nos téléphones, on pourra accepter vos demandes. Il y a une petite question sur la triade, j'y réponds juste après avoir posé la 4e question. Ah, mais on change de thème du coup. Exact. On passe à la décolonisation et à la construction de nouveaux États. Exact. Donc question 4, c'est quel pays colonisé par le Royaume-Uni obtient son indépendance en 1947? Est-ce que ce sont les États-Unis, l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Cambodge? Alors, la triade, qu'est-ce que c'est? La triade, c'est un regroupement de grands pôles de la mondialisation. La triade, elle est composée de l'Amérique du Nord, de l'Europe, on va dire majoritairement l'Europe occidentale, et puis de l'Asie du Sud-Est. Ce sont les 3 grands pôles de la mondialisation parce que ce sont entre eux que se font la majorité des échanges. Voilà. Parfait. Alors, Alison MTP nous dit les États-Unis, je crois, en 1947 pour l'indépendance, ça me paraît un peu tard. Ouais, les États-Unis, c'était à la fin du XVIIIe siècle. Donc non, c'est l'Inde. J'aurais misé sur l'Inde, ouais, tout à fait. Ouais. Exactement, exactement. C'est l'Inde en 1947. Alors l'Inde, c'est un processus de décolonisation qu'on a qualifié par négociation. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, on a en fait les musulmans et puis les hindous qui essayent d'obtenir leur indépendance. C'est plutôt les hindous d'ailleurs qui poussent à l'indépendance. Ouais. Et en fait, le Royaume-Uni accède à cette volonté en 1947 et partage le territoire entre hindous et musulmans et créant en fait 2 États différents. Ok, parfait. Voilà. Eh ben, on peut passer à la question numéro 5. Comment est-ce qu'on appelle les États décolonisés qui ne souhaitent pas s'allier aux États-Unis ni à l'URSS pendant la guerre froide? Je ne vous ai pas donné de proposition, on va voir si vous y arrivez. Alors, on a Petit Loup qui nous a rejoint pendant ce live, un habitué qui suit pas mal nos lives. On voit souvent des noms passer qu'on a l'habitude de voir et ça nous fait très plaisir de vous voir aussi impliqués et aussi assidus à nos lives et on espère que vous apprenez tous les jours avec nous et qu'on vous aide au quotidien à réussir votre diplôme. En attendant, n'hésitez pas à regarder aussi les fiches qui sont à votre disposition sur le site. Questionnez-vous avec les petits quiz. Chaque fiche est accompagnée de 10 questions. Vous avez ça pour toutes les matières, donc ça peut vraiment vous aider à travailler pour le bac. Et puis, si vous avez des questions de méthode, n'hésitez pas. Oui. Et tu parlais du site, mais vous avez également l'application qui est téléchargeable gratuitement, que vous ayez soit un iPhone, soit un téléphone d'une autre marque. Il vous suffit d'aller soit dans l'App Store, soit dans l'Android Store, de taper par exemple Bac L DigiSchool ou Bac S DigiSchool dans le moteur de recherche de votre opérateur et là directement vous aurez nos applications gratuites où dedans il y a des fiches de cours, des quiz, des vidéos, des documents téléchargeables, donc n'hésitez pas directement à la télécharger. Bon en tout cas il y a plein de bonnes réponses, ce sont les pays non alignés. Alors, juste une précision, pays non alignés, ce sont vraiment les pays qui ne souhaitent pas être associés aux 2 puissances de la guerre froide. Bon, dans les faits, ils vont très vite l'être parce que on est quand même dans un phénomène mondial, la guerre froide, et que beaucoup de pays vont être obligés, si vous voulez, pour arriver à un développement et à créer des échanges avec les autres, de s'associer avec soit les États-Unis, soit l'URSS. Vous m'avez souvent marqué aussi tiers-monde. Oui. Alors, tiers-monde, ce n'est pas uniquement les pays qui ne veulent pas s'allier aux États-Unis ni à l'URSS. Tiers-monde, en fait, ça regroupe tous les pays qui ne sont, entre guillemets, dès le début, ni les directs alliés des États-Unis, ni les directs alliés de l'URSS. En gros, qui ne sont pas les États-Unis, l'Europe occidentale, l'Europe de l'Est et l'URSS. Souvent, ce sont des anciens pays colonisés, donc qui ont obtenu leur indépendance récemment. Ok, allez, question 6. Alors, la question 6, c'est quelle région accède à l'indépendance en dernier?
Est-ce que c'est A, l'Afrique du Nord, B, l'Afrique noire, C, l'Amérique ou D, l'Asie? Alors, on va vous laisser un peu de temps pour répondre. Qu'est-ce que vous nous dites sur les réseaux? Alors, Ceux qui sont en retard, c'est pas grave, Oui. on n'a pas commencé il y a très longtemps. et Donc, puis de toute façon, ce live est disponible tout de suite dès la fin de la diffusion en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc vous pourrez le revisionner autant de fois que vous voulez, comme vous voudrez. Et même si vous bloquez sur certains points et que vous n'avez pas forcément compris une notion, n'hésitez pas à vous le regarder en replay, pile à la question avec toutes les explications de Vanessa. N'hésitez pas. Alors Servan, le live d'aujourd'hui, donc c'est une question sur Facebook, le live d'aujourd'hui, il n'est pas directement prévu pour les ES. Il est prévu pour le programme des STMG. On a quelques points similaires entre les deux, donc si tu veux rester, n'hésite pas. Et le live dure quasiment une heure. voilà, à peu près 16 heures. Est-ce qu'on a quelques petites réponses? Est-ce que vous pouvez m'ajouter sur Snapchat, s'il vous plaît? Oui, dès la fin de ce live, on fera en sorte de. Sinon, oui, on a quelques réponses. Alors, Dont certaines qui me conviennent plutôt, mais c'est vrai que souvent ils hésitent entre Afrique noire et Afrique du Nord. ouais. Alors, c'est l'Afrique noire. C'était la réponse B. Les premiers à obtenir leur indépendance, ce sont des pays d'Asie, rapidement après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ce sont les pays d'Afrique qui sont notamment au nord de l'Afrique. Et puis ensuite, c'est l'Afrique noire. Voilà. Donc ça se déroule grossièrement, on va dire, le gros des décolonisations entre 45 et 65. Après, ce sont notamment les colonies portugaises qui obtiennent leur indépendance. Ok, eh ben on va changer de thème et passer sous la France, sous la 5e République. Et première question, c'est une question de date. À vous de trouver la date du début de la 5e République. Alors, à vos pronos, normalement ça c'est une notion qui est quand même plutôt hyper importante pour le bac. Ouais. Et puis, c'est important aussi en tant que... que citoyen français. Oui, ouais, voilà, tout on va à dire fait. ça comme ça. Tout à fait. Donc là, on n'a pas encore vos réponses, mais n'hésitez pas à commenter et puis à inviter aussi vos camarades pour venir participer à notre live. Pour les challenger. Bah ouais. Allez, les premières réponses commencent à arriver. Il y en a qui me plaisent bien. Sinon... Il y a une ou deux petites erreurs. Oui. Donc n'hésitez pas, on va vous laisser encore un petit peu de temps. Ouais, c'est pas mal. Alors, quand un live pour les ES. Alors, on vous a collé sur Facebook. Alors, je pense que ça doit être Baptiste qui vous parle. Va pouvoir vous coller aussi le planning. Ouais, parce que j'ai pas l'impression qu'il y soit. Le planning des révisions. Ah bah. Eh ben voilà. Putain, il est trop fort. Voilà, le planning des révisions pour que vous puissiez réviser et savoir un petit peu les matières et les lives qu'on va avoir sur les prochaines semaines. En sachant que pour les ES et les L, on en a fait déjà quelques-uns, donc n'hésite pas à les regarder en replay. Et là, ce qu'on va faire plutôt, ce sont des lives, nous en tout cas en Histoire Géo, ce sont des lives pour réviser les croquis et puis pour des petits lives de questions-réponses. Alors, Bon, allez. on a certaines réponses, mais plutôt très précises, comme Yacine qui nous dit le 4 octobre 1958. Alors, 58 et 59, c'est pas si faux que ça. Ouais. Mais dans les faits, la 5e République, elle commence vraiment en 1958. De Gaulle est invité à reprendre les rênes du pouvoir. On est toujours sur la 4e République. Ouais. Il n'accepte qu'en changeant de constitution. Donc en 1958, on change de constitution et on fait une élection présidentielle en 58. De Gaulle est élu, mais au final, pourquoi on peut dire aussi 59, même si ce n'est pas la bonne réponse, c'est le début de son mandat en fait. Voilà, 59. Mais la 5e République, elle commence vraiment en 1958. Et il y en a beaucoup qui nous ont parlé de René Coty, mais René Coty, tu disais la dernière fois que c'était la 4e République. C'est ça, ouais. Ok, allez, et ben on peut enchaîner.
Donc, Avec la on est là, huitième. 8e question. Oui. Quel événement en 1962 transforme la 5e République? Est-ce que c'est A, le référendum de l'élection du président, B, le renvoi des communistes du pouvoir, C, la promulgation de la Constitution ou D, la fin du tripartisme? Alors là, on a plein de notions que je reprendrai Ouais. après. Ok. Donc, si tu peux ne pas changer tout de suite la slide lorsque on donnera la bonne réponse, ça serait cool. Alors bravo à Justine sur Facebook qui avait trouvé la bonne réponse de la question précédente. Alors, on nous dit, Milena, c'est De Gaulle qui a instauré la 5e République. Oui, Ouais. très bien. Ça, très bien comme notion. Alors, on nous propose la promulgation de la Constitution et sinon le référendum de l'élection du président. Alors, en quelle année commence le quinquennat? Alors, le C'était il n'y a quinquennat, pas si longtemps. Non. C'était après Chirac. c'était pendant Chirac. Pendant Chirac, oui. En fait, le quinquennat... C'est un septennat avant. C'était un septennat. Septennat. Donc, pour reprendre, pour ceux qui n'arrivent pas à bien y voir clair Non. avec cette notion, le président était élu pour 7 ans. Et à partir de l'élection de 2002, le président est élu pour 5 ans. En fait, c'est suite à un référendum qui a eu lieu en 2000. Et ce référendum, en gros, il aligne le mandat présidentiel avec celui des députés. Et ça évite d'avoir ce qu'on appelle des cohabitations. Oui. Les cohabitations, en fait, c'est le moment où le président et le Premier ministre ne sont pas du même bord parti. politique. Et ça s'explique quand l'Assemblée nationale est réélue et que les Français, ils votent un parti autre que le président, parce que souvent, ils ne sont pas contents du président. Voilà. Comme Chirac et Jospin. Comme Chirac et Jospin. Et c'est en effet cette cohabitation-là qui a mené au quinquennat. Donc le premier quinquennat, c'est 2002 et le référendum sur le quinquennat, c'est en 2000. Est-ce qu'on a des réponses? On en a. Alors, il y a beaucoup, soit la A, soit la C. Alors, dans les faits, c'est la réponse A, qui est le référendum de l'élection du président. L'élection du président, donc, à partir de 1962, est faite au suffrage universel direct. C'est-à-dire que tous les Français, hommes et femmes, élisent le président. Et en fait, depuis 1958, le président était élu dans un suffrage un peu restreint. Il y avait 80 000 personnes qui l'élisaient. Donc, c'est vraiment un changement. Ça veut dire que le président, il émane directement des citoyens. Ouais. Est-ce que je peux juste avoir les autres réponses? On avait le tripartisme. Alors, le tripartisme, ça date de la 4e République. Et en fait, le tripartisme, c'est l'association de trois partis qui s'associent pour gouverner. Donc, la fin du tripartisme, c'est en 1947. La promulgation de la Constitution, c'est en même temps que le début de la 5e République, donc 1958. Et le renvoi des communistes du pouvoir, c'est en 1947 aussi, c'est sous la 4e République. Voilà, et c'est ce qui amène à la fin du tripartisme. Ouais, tripartisme, c'est On a déjà eu ça en France? Ouais, en fait, si tu veux, c'est l'association de 3 partis qui s'allient ensemble pour pouvoir gouverner. À l'époque, l'organisation de l'Assemblée nationale, elle était différente de celle de nos jours et on n'avait pas souvent une grosse majorité pour un parti. Et pour gouverner, pour avoir une majorité, il fallait souvent associer des partis ensemble. Et donc là, on a le tripartisme qui associe le MRP, qui associe le Parti socialiste et le Parti communiste. Et à partir du moment où on renvoie les communistes du pouvoir, eh ben, on ne peut plus faire de tripartisme parce qu'il n'y a plus 2 partis sur les 3. Eh oui, très bien, merci. Moi, j'ai beaucoup parlé, je me tais. Du coup, la bonne réponse était la réponse A. Alors, question numéro 9. Comment appelle-t-on le transfert de compétences étatiques aux collectivités territoriales? Et là, c'est une notion que normalement vous devez connaître, donc je ne vous ai pas donné de proposition. Alors, promulgation, c'est quand une loi est mise en place, si vous voulez. Quand on la promulgue, c'est qu'elle va être appliquée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, question, on n'en a pas plus que ça. Pas de souci, petit loup. Live de Mercatique, ouais, non, on a du mal à trouver un professeur disponible.
C'est quel live après celui en maths? On a un live de Claude Delaroute demain. J'en profite pour ceux qui souhaitent passer leur code. Live de révision du Claude Delaroute demain à 18 h avec Alexandra. Merci Lily Toucourt qui nous dit vous êtes au top comme d'hab. Ça fait plaisir. Bon, Alors, personne. Pas de proposition donc pour le nom de transfert de compétences. Pourtant, le nom, vous l'avez tous entendu, au moins une fois, Ouais. ça c'est sûr. Et c'est une notion vraiment importante Alors, c'est pas la sous-traitance. Non, c'est une notion vraiment importante. La sous-traitance, c'est quand une entreprise fait fabriquer un élément de son produit par une autre entreprise. Alors, Milena, tu nous dis, nos profs peuvent venir faire un live de Mercatique. Oui, tout à fait. Par contre, il faudrait qu'ils ne soient pas trop éloignés de Lyon. On recrute et si vous avez des profs de Mercatique qui seraient disponibles autour de Lyon, vous pouvez nous écrire avec le coordonnées. Ça fera un grand plaisir à Tony et ça le soulagerait beaucoup. Décolonisation en Inde, 1947, on l'a dit. Et puis on a trois... J'ai 2 bonnes réponses de Léa et Amel, et ainsi que NZO qui nous disent décentralisation. C'est ça. Donc le phénomène de décentralisation, c'est quand l'État octroie aux collectivités territoriales. Alors les collectivités territoriales, ce sont les régions, les départements et les communes. Et donc l'État leur octroie des compétences. Par exemple, l'aménagement du territoire ou gérer les lycées, gérer les collèges, etc. etc. Question 10 ? Allez. Quand a lieu la première cohabitation ? Alors la cohabitation, on l'a définie juste avant, je vous rappelle, c'est le moment où le président et le Premier ministre ne sont pas du même bord politique. Ah bah Milena nous dit que sa prof de Mercatique est juste amont de Lyon. Eh bah écoute, Baptiste a collé le petit mail, c'est support-bac@digischool.fr. Donc n'hésite pas à lui faire suivre et on sera ravis de l'accueillir pour un live. Est-ce que tu sais, De quoi? l'épreuve de mathématiques, combien de temps ça dure? Moi je suis désolée, je ne sais pas du tout. On va essayer de trouver ça comme réponse, Sheila, ne t'inquiète pas. Alors, je passe ce lundi l'oral. L'oral de quoi? Lily, ouais, dis-nous en plus sur ton oral. Parce que lundi, j'avais pas notion qu'on avait des oraux, ou du moins sur une épreuve officielle, genre brevet ou bac. Donc n'hésite pas à nous en dire plus. Alors, Malsens nous propose 1981, Mitterrand et Chirac, je crois. Non, tu prends pas? Alors, je prends les personnages, mais je ne prends pas la date. Tu ne prends pas la date. Et Yacine, encore une fois, Yacine en forme, qui nous dit en mars 1986. C'était bien la réponse B, 1986. 1981, c'est le début du mandat de Mitterrand. 5 ans après, 1986, on a une nouvelle élection de l'Assemblée nationale qui aboutit à une majorité en faveur de la droite et donc on a la première cohabitation. Donc, on en a 3 en tout, 86, 93, enfin 86-89 pendant 2 ans, 93-95 pendant 2 ans encore et la dernière c'est la plus longue, 97-2002, 5 ans. Ouais. Et donc Chirac a été Premier ministre. Chirac a été Premier ministre à ce moment-là. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a la petite anecdote que je vous raconte très rapidement. Pendant le débat télévisé du second tour en 1988, on avait Mitterrand et Chirac qui faisaient donc ce débat. Et Chirac propose à Mitterrand de lui dire... oui, alors, monsieur Mitterrand, nous ne sommes plus aujourd'hui le Premier ministre et le Président, nous sommes 2 candidats à l'élection présidentielle. Et Mitterrand lui envoie la petite bâche suivante. Vous avez raison, monsieur le Premier ministre. Bien joué. Bon, allez, on passe à la géo, là. On passe à la géo. Géo avec donc le thème sur les territoires dans la mondialisation. Et première question, donc, quelles aires de puissance dominent l'espace mondial? Est-ce que c'est A, l'Europe occidentale, B, l'Amérique du Nord, C, l'Asie orientale et D, Moyen-Orient? Et petit indice, il y a plusieurs bonnes réponses. Et Alison MTP nous dit même que Chirac était le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Ouais.
C'est bien, Ouais. bonne culture. Très bien. C'est ça. Chirac, il a été le Premier ministre pendant les premières années du mandat de Giscard d'Estaing, Ah bah, etc. Lily qui nous disait qu'elle avait son oral lundi. Elle passe donc ce lundi l'oral du brevet du 4 juin. Un Bon. oral de brevet aussitôt. Ok. Ouais, bah écoute, bon courage. Bon courage, j'arrive pas à le dire. Alors, N'hésite pas à nous dire comment ça s'est passé. la cohabitation, je vous rappelle, c'est le moment où un président et un Premier ministre ne sont pas du même bord politique. Les cartes de France pour l'épreuve, pas la carte de la France vraiment, mais plutôt la France dans le monde. Alors, On n'a pas... on vous a... Si, on a une bonne, une on a bonne réponse. deux. Ouais. Ah oui, Deux. deux. On a Amel aussi, juste au-dessus. Amel Je vais voir et- sur Facebook. Amel et Alors, Alison. non, sur Facebook, on n'a pas de bonne réponse non plus. Il y en a Alors, plusieurs, je vous Il y en ai. a plusieurs, ouais. Il y a plusieurs bonnes réponses. Ah oui, donc les Ah oraux ouais. de brevet, ils sont vraiment tôt cette Ok, année. donc vous avez vos euros de brevet. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé quand vous revenez nous voir à un prochain live pour qu'on en discute tous ensemble et pour aider les autres personnes qui regardent ce live peut-être à retravailler et à pas tomber dans des pièges que vous aurez rencontrés. Bon alors, les bonnes réponses? Milena, ce live se passe à Lyon. Oui, on est à Lyon là actuellement. Oui, là, les bonnes réponses du coup. Donc on a A, B et C, Europe occidentale, Amérique du Nord, Asie orientale. En fait, ça correspond à la triade. Le Moyen-Orient, c'est pas une ère de puissance comme on le juge en tant que tel, parce que on va dire que c'est un espace de ressources en hydrocarbures, mais pas d'ère de puissance. Ben voilà. Du coup, on avait une question, qu'est-ce que la triade? Donc tu l'as expliqué ici. 12. Allez, question numéro 12. Comment appelle-t-on un ensemble de très grandes agglomérations qui forment un tissu urbain continu? Ah, la fameuse question. Je la pose toujours parce qu'il y en a toujours la qui se plantent. fameuse. Est-ce que maintenant tu serais capable de répondre? On peut essayer. Allez, A, métropolisation, B, métropole, C, mégalopole ou D, mégapole? Bon, là, cette fois, on n'en a qu'une seule de bonne de réponse. Ouais, exactement. Alors, on appelle ça aussi le monde multipolaire. Alors, multipolaire, c'est quand il y a plusieurs pôles. Ouais, tout Ouais. à fait. À l'inverse de unipolaire, quand on avait, ou bipolaire. Ouais, Bipolaire, c'est à l'époque de la guerre froide, donc deux pôles. Et puis unipolaire, c'était quand les États-Unis avaient une grande partie des pouvoirs qu'on avait surnommé en fait l'hyperpuissance. Ah, c'est bien! Ah, je suis contente. oui. Oui, c'est une notion, là, c'est bon. Ça a fini par... Vous, les STMG, vous l'avez bien retenu, parce que des moments, on fait des lives plus généralistes, et c'est vrai qu'on a souvent la question, c'est quoi la différence entre la mégalopole et la mégapole? Donc, c'est bien la mégalopole. Ouais. La mégalopole, c'est un ensemble de plusieurs agglomérations, alors qu'une mégapole, c'est une grande Une ville. voilà, de plus de 8 millions d'habitants. Et une métropole, Bah, c'est une ville. Ok, allez, on 13. enchaîne. Ouais, 13. Comment appelle-t-on les pays les plus en difficulté du monde? Alors, j'attends les petites propositions. Les pays émergents, le tiers-monde, les PMA ou les IDE? Bon, normalement, c'est une question facile. Hein. Ouais, bon, surtout pour vous en STMG. Si vous voulez délocaliser, facile. C'est vrai que comme vous allez plutôt travailler dans tout ce qui est management, économie, etc., on va dire que c'est une notion que vous Ouais. maîtrisez en général. Ouais. En tout cas, c'est super hein, pour la mégalopole. Je suis Ouais, t'es fière de vous. contente, c'est bon? Ouais, je Ouais. suis trop contente. Alors, on nous dit, Véro nous dit les PMA, tout comme Zenoncro, tout comme Amel. Faut-il apprendre la place de Paris dans le monde? Bah, c'est la place de la France, en fait, dans le monde. Ouais, donc pas juste de Paris. Je Bon, suis bah, sûr que du The coup. Carnage, t'es un Parisien, pour penser comme ça. Ouais, C'est on bon, peut hein. passer à Les la PMA, réponse. Allez, ce sont ok. les pays les moins avancés, très bien. Les IDE, par contre, faites très attention parce que mes élèves de terminale, ils se plantent à chaque fois. S'il y a mes élèves de terminale, je vous fais un petit coucou là, mais les IDE, ce sont les investissements directs à l'étranger. Ok, question 14. Parmi les pays suivants, lesquels font partie de l'ALENA? Je vous dis pas ce que c'est, je vous dis après, parce que sinon c'est pas drôle. A, le Royaume-Uni, B, le Mexique, C, le Canada ou D, le Brésil? Et donc, comme vous l'avez vu dans la question, quels sont les
pays suivants. Enfin, lesquels avec un S. Ouais. Donc, forcément. Il y en a plusieurs. Ouais. Merci. Oui, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous rappeler de bien lire les questions, parce que vous avez vos 6 questions là, qui sont quand même souvent des questions pour lesquelles vous pouvez vraiment récupérer beaucoup de points. Mais prenez le temps de les lire correctement. Ne vous précipitez pas trop, parce que vous allez voir que vous avez quand même du temps pour faire tous les exercices. Ouais, tout à Donc, fait. prenez du temps pour bien les lire et pour vérifier que vous avez bien répondu correctement à l'ensemble de la question. Alors, c'est pas la bonne réponse, Amel. Non, c'était Si. Véro, pardon. Bah, Véro et Amel, c'est pas les bonnes si, réponses. Véro, si. Bah, il me manque un truc, parce Non. que c'est lesquels? J'avais Elle a pas fait- vu, elle en a en mis 2 2. temps. Eh oui. Ok, ouais, bon, bah, Véro. Alors, il y en a beaucoup qui ajoutent le Brésil. Malheureusement, non, les Brésiliens ne sont pas dans l'ALENA. Alors, il n'y en avait que 2 de bonnes réponses, si ça peut vous mettre sur la route. Alors, beaucoup nous disent le Canada. Oui, on prend. Allez, je commence à vous aider. Allez, ouais. L'ALENA, c'est l'association de libre-échange de l'Amérique du Nord. Donc, bon. On passe à la pas suivante. trop compliqué. On avait donc le Mexique et le Canada. Et bien sûr, on ajoute les États-Unis, qui n'était pas une proposition que je vous ai faite. Mais voilà, on a 3 pays. Thème 5 ? Allez, thème 5, la mondialisation, acteurs, flux et réseaux. Donc là encore, c'est une thématique que vous avez en commun avec les générales. Ouais. Donc question 15, comment appelle-t-on le concept économique qui désigne le fait que les pays sont de plus en plus spécialisés dans la production de biens? Je vous ai donné 4 possibilités: spécialisation, centralisation, délocalisation ou DIT. Et attention, si vous me répondez tous juste, je vais pouvoir, critiquer les sections S qui se plantent sur cette question. Ok, donc les STMG, si vous voulez vous refaire et contrer tout ce qu'on dit sur vous, c'est le moment. Hop. Du Brésil, c'est BRICS. Oui. Brésil, c'est BRICS, oui. C'est même le B de BRICS, en effet. Alors, Amel nous dit la réponse D, à savoir DIT. Milena nous dit la spécialisation. Non, c'est pas la spécialisation. Alors, n'hésitez pas à nous faire vos propositions. On a dû leur mettre la pression avec cette histoire de STMG. Vous inquiétez pas, non. vous inquiétez pas, ils n'y arrivent pas alors. Alors, Amel nous dit le DIT, Division internationale du travail. Au top, Amel, c'est ça. Bravo. Donc, le concept économique qui désigne le fait que les pays sont de plus en plus spécialisés, c'est la DIT, la Division internationale du travail. Ça veut dire qu'en gros, globalement, hein, c'est un peu de façon résumée, les pays qui font la conception, ce sont souvent des pays du Nord. Ceux qui fabriquent, ce sont plutôt les pays ateliers, situés notamment en Chine et dans tout ce qui est pays d'Asie du Sud et de l'Est. Et les matières premières, ça vient d'Afrique. Centralisation, ça veut dire que les pouvoirs sont centralisés dans un même lieu. Donc, par exemple, une centralisation, ça serait que ça serait avant la création des régions, tout le pouvoir de la France était à Paris. Ok. Alors que décentralisation, bah, on donne aux régions des compétences. Et puis on avait un autre, c'était délocalisation. Donc c'est quand on délocalise, c'est-à-dire quand on ouvre des usines de production dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Allez, question numéro 16. On avance avec donc des propositions, et parmi celles-ci, lesquelles sont des acteurs de la mondialisation? A, les organisations mondiales. Donc quand je dis organisations mondiales, sont les réunions d'États, comme, je sais pas moi, l'Union européenne. B, les FTN. C, les États. D, les ONG. Il y a un petit piège. Alors, Roubat, il nous dit, je suis au brevet. C'est quand le bac cette année? 18 juin pour le bac. Ouais, Et toute la 28 semaine, juin pour le brevet. Ouais, et puis bon, le bac, c'est pendant une semaine, quoi. C'est Oui. pas que le 18 juin. Oui, non, c'est la philo et...
Je sais pas, le Sinon, lendemain, le c'est matin. l'histoire. D'accord. C'est ce que je sais. Toi, Mais c'est après, pour les STMG, peut-être que c'est... Ouais, les... ça doit- Non, les STMG, c'est en même temps, c'est vrai. Je crois que c'est tout le lendemain, le mardi matin, je crois. Alors, on me demande si on va parler de Londres. Je parcours Alors, la fiche des questions et On ne va pas parler de Londres pour la simple et bonne raison qu'en fait, là, je vous ai plutôt posé des questions sur les chapitres que vous avez tous vus. C'est-à-dire pas sur les chapitres qui étaient au choix. Dans chacune des thématiques, vous aviez un chapitre obligatoire et ensuite un chapitre au choix. Et en fait, Londres, ça fait partie des chapitres au choix qui traitent en fait d'un exemple de ville mondiale. Voilà. Donc, j'ai pas de bonne réponse. Parce qu'en fait, c'était tous. Ah, t'avais mis un gros piège. Donc, tout ce que je vous avais proposé, les ONG, ce sont les organisations non gouvernementales. Donc, les États, les pays vont forcément avoir une importance dans la mondialisation parce que ce sont eux qui, par exemple, mettent des lois une législation pour le libre-échange. Les FTN, c'est les entreprises, les organisations mondiales aussi. Donc voilà. Je commence mes révisions, je suis dans les temps. T'es un poil en retard. Vaut mieux tard que jamais. Mais exactement, exactement. Il vaut mieux que tu te dises là pendant 3 semaines, je fais ça à fond et tu auras largement, je pense, fait le taf. Mais par contre, il faut s'y mettre à fond. Question 17 ? Ouais, allez, question 17. Allez, il nous en reste 4. Comment Yes. appelle-t-on les liaisons qui relient et connectent ensemble les territoires ? Est-ce que c'est A, la plateforme multimodale, B, le technopole, C, les réseaux ou D, la ZIP ? Alors, je vous explique après un petit peu si vous n'avez pas vu toutes ces notions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça consiste en quoi STMG ? Bah vas-y, je t'en prie. Pour toi, cadeau. Ah allez, c'est trop facile. Grossièrement, c'est pour ceux qui veulent travailler dans le management des entreprises. Voilà. C'est le management de la gestion aussi. Ils ont beaucoup de cours sur le droit, sur l'éco. Même un peu de sciences politiques, non? Alors ça, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas trop dire. Bah, n'hésitez pas, tous ceux qui regardent le live et qui sont en STMG, si vous deviez décrire votre filière, n'hésitez pas. Et on a des bonnes réponses là qui arrivent. On est bientôt à la fin du live, donc j'essaye de vous donner les réponses rapidement. Ce sont les réseaux. Plateforme multimodale, c'est lorsque plusieurs types de voies de communication arrivent dans un même lieu. Et ZIP, c'était les zones industrielles ou portuaires. Pardon. Donc c'est les ports et les industries. Allez, on 18. passe au dernier thème. Ouais, la France dans le monde. Alors la question, c'était combien compte-t-on de DROM, donc les départements et les régions d'outre-mer en France, bien sûr. Est-ce que c'est 3, 4, 5 ou 6? Ok. Simple. Ouais. Je ne suis pas passée par 4 Dans chemins. la question, il manque le... Oh, désolé, petite coquille dans notre slide. Merci Milena de nous l'avoir fait remonter. Il manquait quoi? Une lettre. Ah, pourtant, moi, je l'ai bien. Donc, c'est pas ma faute. Alors non, on ne fait pas de sciences politiques. Bon, merci Lydia. Alors, faites-nous des propositions du coup. Alors, on nous propose 6 ou alors 5. Il y a une bonne réponse sur les deux. Alors 5, c'est à savoir le 5. Ouais, c'est ça, allez, vous savez. Donc, on a 5 DROM, départements et régions d'outre-mer. Vous avez la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Allez, question 19. Comment appelle-t-on la zone maritime sur laquelle un État est souverain et est donc le seul à exploiter les ressources? Est-ce que c'est A, ZIP, B, ZEE, C, PC ou D, ZME? Et laisse ma petite slide tant que je n'ai pas expliqué les petits sigles, s'il te plaît, à la régie. Trop bien, merci. Oui, on fait un peu les idiots, c'est la fin là. Alors, y aura-t-il d'autres lives Pas en histoire géo en tout cas. Non, pas ce soir en histoire géo, on en a un autre. Putain, le trou de mémoire. Tu sais, toi, Thomas? Ah, Thomas regarde ça. Je comprends pas, Rouba, ce que tu dis. C'est bizarre, ma professeure et tout le monde me dit qu'il faut commencer 2 semaines à l'avance.
Non, 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 il faut pas écouter tout le monde là. Mais je Hein sais, je comprends pas de quoi il dit. Le 6. Oui, mais ça, c'est Faire pour de les, CO, de géo, c'est pour ouais. les générales. Et le Cardio. live de ce soir après qu'on a? Live de ce soir, ce Oui. sont des- Pendant qu'il regarde, moi, je vous c'est du réponds. brevet. Donc, c'est la réponse B, vous aviez raison. Donc, touche à rien pour l'instant, j'explique. ZIP, c'est zone industrielle ou portuaire. Donc, ce sont les ports qui sont associés à côté des industries. Là, il est en train de me faire la grimace. ZEE, ce sont bien sûr en fait les zones économiques exclusives. Donc, c'est la zone maritime dans laquelle un État peut pêcher, peut récupérer les ressources, par exemple les ressources pétrolières, etc. etc. PC, on va dire que c'est le plateau continental. Je ne vais pas m'étendre dessus. ZME, c'est une invention de ma part. Parfait. Oui, oui, tu as le droit d'inventer des cils. Et- Dernière question. Allez, combien existe-t-il de francophones dans le monde? Est-ce que c'est A, 80 millions, B, 120 millions, C, 180 millions, D, 220 millions, en sachant que ce sont des... Personne qui parle, qui utilise le français en langue. Voilà, et puis environ, quoi. Alors, Lisa nous dit, désolé de vous déranger encore avec mes questions. Bah non, tu ne Bah, nous déranges pas, on est là pour ça. Mais est-ce que vous allez refaire un live pour le brevet? Si oui, quand, quelle matière? Donc, comme on disait, ce soir, donc 17h, français, tu m'as dit Thomas? Ce soir, Oui. maths. Maths, je vais pas y arriver. Maths 3e, bah, avec Fatoumata. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont en brevet, à venir. Et avec regardez. moi, il y en aura encore 2. Si mes Oui. souvenirs sont bons, c'est un live qu'on va faire méthodo. Je vais reprendre des petits points et puis surtout vos questions de méthodo. Et un autre live juste avant le brevet où Voilà. on va travailler vraiment les notions. La Simona, ZES. Ouais, c'est quoi la ZES SVP? Alors, la ZES, c'est les zones économiques spéciales. Ça se situe en Chine. Ce sont des espaces qui, dans les années 90, ont commencé à être ouverts aux investissements étrangers, parce qu'avant, la Chine n'était pas ouverte aux investissements étrangers. Donc voilà, les zones économiques spéciales, ce sont ces espaces-là qui étaient plutôt sur le littoral et qui ont accueilli des entreprises étrangères. Alors, je vois beaucoup de réponses plutôt fausses, Bah ouais. à savoir 180 millions et pas bon. Non, c'est 220. On est nombreux, hein. Et en fait, on n'y pense pas, mais bah, il y a la France déjà. Ouais. 65 Six, millions à ouais. peu près. On a Québec. On a des pays d'Europe aussi, hein, la Belgique, Ouais. la Suisse, etc. Ouais. Et puis on a aussi beaucoup de pays en Afrique. Sénégal. Beaucoup de pays qui, Mali. par exemple, sont au nord Ouais. de l'Afrique, etc. etc. Ouais, donc donc ça fait ça- vite du monde. Oui, donc 220 millions était la bonne réponse. bah voilà, on a tout fini. Ok, bah écoute, un grand merci à toi de toutes ces questions que tu nous as proposées. Félicitations à tout le monde. Bon courage pour le bac. Croyez en vous. Oui, tout à fait. On vous souhaite une bonne après-midi de révision. Donc, pour vous, on se retrouve demain pour tous ceux qui veulent réviser leur code de la route à 18h avec Alexandra ici. On aura plein de questions de code. On vous a remis la liste des réseaux sociaux juste sur le côté. Et on vous souhaite une bonne après-midi de révision à toutes et à tous. Bon après-midi.